Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire en pelvipérinéologie proposée par Erwan Lerumeur, kinésithérapeute à Paris. Émission d'information scientifique. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un avis médical individualisé. Cette semaine, notre veille a remonté 69 articles. Nous en avons sélectionné une quinzaine pour cette édition. Vous trouverez la liste complète en description. Le fil conducteur aujourd'hui est clair. Douleur, retentissement fonctionnel et implications pratiques en équipe pluriprofessionnelle. Commençons par un essai randomisé contrôlé publié dans Urology par Liu et ses collègues. Il évalue l'infiltration de bleu de méthylène après hémorroïdectomie. 60 patients ont été inclus. Comparaison entre infiltration péropératoire et protocole standard. Les résultats sont nets. Douleur significativement plus faible à 6, 24, 48 et 72 heures. Moins d'antalgiques consommés. Moins d'œdème. Première défécation plus précoce. Durée d'hospitalisation réduite. Pas d'augmentation des complications. Le message est majeur. Mieux contrôler la douleur aiguë limite probablement la cascade inflammatoire locale et donc le risque de chronicisation. En pratique, cela concerne chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et kinésithérapeutes. Une douleur mieux contrôlée permet une mobilisation plus rapide, un travail respiratoire efficace et une reprise fonctionnelle moins appréhendée. Deuxième point fort, la méta-analyse de Bonilla, Arenas et collaborateurs, publiée dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, 15 études comparant voix basse et césarienne chez les primipares. À court terme, la force périnéale est plus faible après voix basse. Le risque d'incontinence est environ multiplié par 3. En revanche, l'endurance musculaire ne montre pas de différence nette. Cela ne doit ni dramatiser la voix basse, ni banaliser les symptômes. Cela impose un dépistage systématique à 6 à 8 semaines postpartum et une coordination étroite entre sages-femmes, médecins et kinésithérapeutes. La douleur pelvienne postpartum s'inscrit souvent dans ce contexte de déficit de force et de surcharge compensatoire. Sur le versant respiratoire, Scotti et Salviti publient dans Monaldi Archives for Chest Disease une revue de prévalence de l'incontinence chez les patients souffrant de toux chronique. Chez les femmes adultes, la prévalence peut atteindre 74%. Même si le niveau de preuve est modéré, le signal est fort. Conclusion immédiate, toute toux chronique doit faire poser la question des fuites urinaires. La pression abdominale répétée constitue une surcharge majeure du plancher pelvien. Cela nécessite une coordination entre pneumologues, médecins traitants et kinésithérapeutes. Chez les sportives, l'étude de Vico Moreno et collaborateurs explore un programme de renforcement périnéal de 12 semaines via application mobile. Résultat, amélioration significative de la qualité de vie sportive, réduction de l'impact des fuites et, avec biofeedback, amélioration de la puissance au saut. La performance et la fonction pelvienne sont liées. La douleur chez la sportive ne doit jamais être dissociée du périnée. Sur le plan biomécanique, Calaillé et collègues publient dans Neurourology and Urodynamics une étude pilote utilisant une analyse échographique automatisée de la cinématique urétrale. Objectif : objectiver dynamiquement le comportement urétral dans l'incontinence d'effort. Cela ouvre la voie à des biomarqueurs fonctionnels plus précis, utiles pour affiner indications chirurgicales et stratégies de rééducation.
Concernant le prolapsus, Tong et collaborateurs, dans Nature Reviews Urology, rappellent que la plasticité des cellules musculaires lisses joue un rôle central. Le prolapsus n'est pas seulement ligamentaire. Il implique remodelage tissulaire et environnement inflammatoire actif. Cela renforce l'intérêt d'une charge mécanique progressive adaptée et d'un travail actif plutôt que purement passif. Une étude volumétrique en IRM publiée dans l'International Urogynecology Journal montre une diminution du volume du bulbo caverneux et du transverse superficiel chez les femmes présentant un prolapsus. La rupture du bulbo caverneux est associée à des scores symptomatiques plus élevés. L'imagerie quantitative pourrait devenir un outil pronostique et faciliter le dialogue chirurgien-rééducateur. Toujours en urogynécologie, une étude sur les bandelettes sous-urétrales identifie 2 facteurs associés à la persistance d'incontinence. Un score symptomatique élevé en préopératoire et l'utilisation de la technique transobturatrice. La sélection des patientes et la planification préopératoire sont essentielles. La rééducation doit être intégrée dès l'amont. Un programme automatisé de dépistage de l'incontinence a montré une augmentation significative des orientations vers la kinésithérapie, sans hausse des prescriptions médicamenteuses. Poser la question change le parcours de soins. En urologie, l'étude de Bas-Haran et collaborateurs montre moins de complications infectieuses avec la biopsie transpérinéale comparée à la voie transrectale. Moins de complications signifie moins de douleurs secondaires et de séquelles fonctionnelles. Une étude comparant radiothérapie et prostatectomie retrouve davantage de toxicité urinaire après radiothérapie. Cela impose un suivi fonctionnel prolongé avec implication des équipes de rééducation. Chez l'enfant, Huygens et collaborateurs montrent une corrélation entre données IRM à long terme et fonction intestinale dans les malformations anorectales. Le suivi morpho-fonctionnel coordonné est déterminant. Enfin, le white paper de Egde et collaborateurs rappelle que la morbidité pelvienne maternelle ne s'arrête pas à 6 semaines postpartum. La douleur et les troubles pelviens doivent être pensés sur le long terme. 3 messages traversent ces travaux. Premièrement, contrôler la douleur aiguë limite la chronicisation. Deuxièmement, dépister systématiquement l'incontinence et les troubles pelviens change les trajectoires de soins. Troisièmement, comprendre la biomécanique et la biologie tissulaire permet d'individualiser la prise en charge. La douleur pelvie-périnéale est multifactorielle. Elle implique mécanique, inflammation, chirurgie, respiration, performance et contexte psychosocial. La réponse doit être intégrée et pluriprofessionnelle. Merci pour votre écoute. Retrouvez les références complètes en description et n'oubliez pas de partager et de vous abonner.